Dans la région la plus proche du ciel sur cette terre, les prières de nos ancêtres se reproduisent encore au fil du temps. La neige fond en gouttes d'eau et brisant son mutisme millénaire, forme les ébauches primaires de la vie à sa manière. Le réseau de cours d'eau, tel le système sanguin chez l'être humain, réveille toute la nature. Le plus grand fleuve en Asie traverse ainsi le temps et l'espace. Descendant des 3 terrasses du territoire chinois, il se précipite impétueusement vers l'est. Ce musée garde dans sa collection des centaines de milliers de vestiges provenant des 3 gorges. Ces vestiges sont les témoignages de la vie peu commune des ancêtres qui y vécurent. Aujourd'hui, les habitants des 3 gorges ont encore l'air figé provenant de l'époque lointaine ténébreuse. Il y a plus de 3000 ans, des habitants originaires des 3 gorges montèrent dans la montagne à l'intersection des fleuves Yangtze et Tialing pour y construire une ville. Par la suite, bateaux et voyageurs et marchandises affluèrent, transitèrent, donnant ainsi naissance au plus grand port sur le Yangtze. Le Yangtze court de Chongqing à l'embouchure à la mer sur une longueur de 2400 km, formant un réseau fluvial réunissant la plupart des cours d'eau du pays. Depuis l'Antiquité, ce fleuve est vital pour les échanges culturels et économiques dans le pays. Du côté est de Chongqing, sur une longueur de quelques centaines de kilomètres, le Yangtze est une voie fluviale la plus dangereuse au monde, avec de grandes gorges successives. Jusqu'au siècle dernier, les 3 gorges, où les remous faisaient leur loi, restaient encore une zone interdite pour les navigateurs. Les riverains luttaient désespérément contre les eaux pour gagner leur vie, et cela depuis la plus grande antiquité. L'histoire du fret fluvial motorisé sur le Yangtze remonte au début du siècle dernier. Il y a un demi-siècle, des bateaux de 10 tonnes en provenance des villes en aval pouvaient déjà accoster au bord ancien de Chongqing. La voie fluviale traversant les grandes gorges a déterminé l'identité urbaine et la tradition culturelle de Chongqing. Au cours des siècles antérieurs, d'innombrables émigrés se ruèrent vers la région des gorges. Ces émigrés contribuèrent à la pluralité culturelle de la vie à ses débuts et leur philosophie persiste jusqu'à nos jours. Pendant des générations, les émigrés ne cessèrent de s'y établir.
une ville toute nouvelle fit brusquement son apparition, tout comme l'astuce du changement de masque original dans le théâtre traditionnel local. Aujourd'hui, dans le sang et dans la mentalité des descendants, les gènes originaires du sud et du nord du pays et ceux des ancêtres des Trois-Gorges fusionnent à merveille comme par le passé, exprimant ainsi les expressions et les contenus que l'histoire et la région leur ont inculqués. De sa force innée cumulée, l'eau du Yangtze tourne et retourne dans les Trois-Gorges en attendant que les vies se métamorphosent. Au-delà des gorges, l'immense plaine n'est plus très loin. Les crues, expression de la fureur du Yangtze, sont gravées dans la mémoire des riverains. Bien souvent, le Yangtze déborde en été et apporte ainsi des limons. Les limons forment des champs à perte de vue, nourrissant les peuples des deux rives. Le riz et la vie paysanne, rendue possible grâce aux limons, devinrent l'origine première de l'histoire de la civilisation chinoise. Après avoir percé les Trois-Gorges, le Yangtze arrive sur l'immense plaine Hanxiang. C'est par ici que le fleuve entre dans la zone de la troisième terrasse topographique en Chine. Se débarrassant des barrières de montagnes et de gorges, le cours d'eau du Yangtze danse comme bon lui semble sur la plaine et les limons alluvionnaires forment un bon nombre de méandres le long de son parcours. Cette section du Yangtze totalise 300 km. Et appelé fleuve Jingjiang. À chaque période de crue, il y a des inondations. La cité ancienne Qingzhou est située dans le bassin du fleuve Jingjiang, à l'intérieur d'une grande digue de 180 km de long. En période de crue, les riverains séparés des eaux de la digue vivent en dessous du niveau de l'eau. La pagode de la garde des eaux, construite sur la digue au XVe siècle, est le témoin des évolutions du lit du fleuve. Le niveau culminant de la digue dans le temps était 10 mètres plus bas que le niveau actuel. Les travaux de construction de cette digue furent lancés dès le IVe siècle. Ce dispositif décide non seulement du sort de la cité ancienne Qingzhou, mais aussi de celui de la plaine des fleuves Yangtze et Hanxiang. Depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour, renforcer la digue et construire des dispositifs d'évacuation des crues sont des travaux des plus importants dans la vie des riverains. Les plus grands travaux hydrologiques dans l'histoire du Yangtze ont commencé au début des années 1990. Le barrage permet de réguler le débit du courant et de produire de l'électricité. Ce dispositif est le résultat des expériences et du rêve des Chinois depuis plusieurs générations. Dans l'Antiquité, les Chinois produisirent déjà des pensées et des doctrines à cause des fleuves. Du réseau dense de fleuves et de rivières, le taoïsme inventa la doctrine très profonde du méridien. Du débouchage et de l'obstruction du méridien, le taoïsme développa son concept de la nature qui traduit les connaissances que les Chinois eurent des fleuves ainsi que la lutte qu'ils menèrent. Dans une certaine mesure, cette grande pensée naquit de l'eau. À 200 km à l'est de Qingzhou, le fleuve Hanxiang, le plus long affluent du Yangtze, rejoint ce dernier. Les deux fleuves donnèrent naissance à une civilisation très ancienne sur la plaine alluvionnaire. Le fleuve Hanxiang
serpente en direction du nord. Il passe par une montagne miraculeuse. C'est bien ici les monts Wudang, haut lieu du taoïsme. Au lever du jour, les taoïstes sont réunis dans la grande salle pour la récitation quotidienne dans la fraîcheur matinale. Le taoïsme, génial et mystérieux, est une pensée qui trouve ses racines ici. Dans la haute antiquité, les sanctuaires taoïstes se répartirent dans des montagnes et forêts vierges dans le bassin du Yangtze et finirent par se concentrer sur 4 grandes montagnes. Guidés par le concept d'harmonie entre le ciel et l'homme et d'adaptation à la nature, les taoïstes développèrent dans leurs environnements reculés une philosophie profonde et des concepts qui influencent grandement même aujourd'hui la pensée des Chinois. Les monts Wudang sont réputés surtout pour l'art martial légendaire et mystérieux qui y prit naissance. Toutes les histoires d'immortels et de héros chevaleresques sont associées à ces monts. Aujourd'hui, les arts martiaux qu'on voit au mont Wudang sont toujours aussi perfectionnés qu'autrefois. Esprit, vue et gestes sont organiquement harmonisés. Tout devient réflexe. Zhang Sanfang fut un personnage légendaire dans l'histoire de l'art martial de Wudang. Il s'entraîna à cet art vers la fin du XIVe siècle et au début du XVe. Il inventa le Tai Chi, un art de boxe défensive. L'essence de la boxe Tai Chi et le dogme du taoïsme font école. Cette école prend les astres, montagnes et rivières comme méridiens, collecte l'essence des créatures dans la nature, associe l'énergie des gestes à leur souplesse pour parvenir à la plénitude des gestes comme un nuage qui flotte et l'eau qui coule. Selon la doctrine de la boxe Tai Chi, les pratiquants doivent d'abord cultiver leur esprit avant de s'entraîner physiquement. L'objectif premier de l'exercice de l'art martial est de fortifier sa santé et de cultiver son esprit. En 1417, la cité interdite, le plus grand complexe de palais impériaux sous la dynastie des Ming, était en cours de construction à Beijing. Zhu Di, empereur qui adorait le taoïsme, décréta successivement des dizaines d'édits impériaux au mont Wudang. Il voulut y construire des palais aussi somptueux qu'à Beijing comme sanctuaire à usage impérial. Quelques 300 000 militaires, civils et artisans y furent envoyés par le fleuve Hanjiang via le Yangtze. Ce fut le plus grand projet national sous la dynastie des Ming. Son exécution dura une dizaine d'années. Dans l'histoire, on l'appela construction de la cité interdite dans le nord et celle au mont Wudang dans le sud. Le complexe fut disposé selon les principes du Feng Shui taoïste, avec le pouvoir impérial représenté autour d'une parfaite symétrie assise sur un axe. Le bâtiment principal fut placé au nord, face au sud, formant ainsi la préservation et la protection du champ de l'air que le Feng Shui préconise. Cependant, un certain nombre d'édifices s'écartèrent des concepts d'axe et de symétrie. Cette dérogation ne fut pas hasardeuse. Il y a 500 ans, à part les plans, officiels et artisans amenèrent aussi des édits de l'empereur. Ce dernier exigea que le corps de la montagne ne fût pas touché. Par conséquent, un grand nombre d'édifices furent construits d'après les conditions topographiques, contre des montagnes ou sur des crêtes, et cette disposition correspond à la logique taoïste.
Avant que les palais dorés et imposants ne fissent leur apparition, les pratiquants du taoïsme choisirent, dans la plupart des cas, de se loger dans les grottes ou des chaumières au fin fond de la montagne. Dans les monts Wudang, de tels lieux de refuge, situés dans des endroits périlleux, sont préservés encore aujourd'hui. Des ermites, comme des personnes légendaires dans de vieilles histoires, y vivent de génération en génération. Ils sont d'authentiques ascètes. La grotte du Prince est haut perchée sur une falaise. On dit que c'est là que des taoïstes accomplis pratiquaient l'ascétisme. Aujourd'hui, le taoïste Jia, un septuagénaire, vit seul ici. Cependant, Jia ne s'estime pas solitaire. D'autres êtres vivants lui tiennent compagnie. Il partage une armoire à bol avec une ruche d'abeilles. Prendre soin de ces petites bêtes devient une chose plaisante dans la vie d'un ascète. Un grand nombre d'ascètes passèrent leur vie comme lui au cours des centaines, voire des milliers d'années dans les monts Wudang. Parvenu à la troisième terrasse, le Yangtze devient un système de vie davantage surprenant. Il ressemble à des organes internes de l'homme avec ses méridiens, puisque les différents affluents du Yangtze les relient en un grand nombre de lacs. Les plus grands lacs d'eau douce du pays, les lacs Dongting, Poyang, Chaohu, Taihu, Hongze, sont tous dans cette région. Comme ces lacs sont connectés au fleuve, on les appelle aussi lacs reliés au fleuve. Ils fournissent de l'eau en cas de sécheresse et absorbent des eaux excédentaires en cas de crue des fleuves. Là où lac et fleuve se communiquent, il y eut les premières habitations de l'homme dans l'Antiquité. Avec l'appui des deux systèmes d'eau des lacs Dongting et Poyang, enrichis par les affluents respectifs, le Yangtze, à son passage à la troisième terrasse, voit son volume d'eau plus que doublé. À la différence de l'environnement de la première terrasse, les montagnes et régions vallonnées, verdoyantes grâce au climat humide, ici reflètent dans les lacs et génèrent un plus grand nombre de systèmes d'eau affluents du Yangtze. Les affluents apportent au Yangtze une grande force inépuisable. Pour le processus de civilisation dans le bassin du Yangtze, ces affluents jouent aussi un grand rôle comme ce qui fit le cours principal. L'école de sculpture sur bois de Cao Huangshang, originaire de Huizhou, 38 ans, est déjà un grand établissement. Les élèves sont des enfants de paysans de villages et faubourgs voisins. Ils y apprennent essentiellement les techniques de sculpture architecturale traditionnelle du style Huizhou auprès du maître Cao Huangshang. Les sculptures architecturales dans les édifices traditionnels du style Huizhou étaient réalisées jadis sur bois, sur pierre et sur briques par les artisans. À l'époque, c'étaient les principaux matériaux de construction et la sculpture devint l'âme des édifices construits. Le fils de Cao a commencé à apprendre ce métier auprès de son père dès sa tendre enfance. Paysages, oiseaux, fleurs, personnages et animaux, il a appris à sculpter tout cela. Les motifs les plus difficiles sont les personnages. À Huizhou, les personnages sculptés sont généralement liés au confucianisme, une doctrine traditionnelle chinoise. Comme le taoïsme,
le confucianisme, né en 722 avant Jésus-Christ, fut inséparable de l'histoire et de la vie des Chinois. Dans l'histoire, bon nombre de grands maîtres confucéens écrirent des ouvrages à Huizhou et développèrent de riches philosophies. Le confucianisme prêche les valeurs d'éthique comme la pitié, la fraternité, la fidélité, la piété filiale, la politesse et le courage, qui influencent même aujourd'hui la pensée de tous les Chinois. Située sur la rive sud du Yangtze, Huizhou, cette circonscription administrative d'une superficie de 40 000 km, existe depuis environ 900 ans. Huizhou est connu pour sa pensée confucéenne ancienne et ses éminents philosophes et marchands. Les édifices préservés et les us et coutumes en apportent des témoignages. Rien que dans le village où Cao Huangsheng habite, 130 édifices anciens sont préservés. La consanguinité du clan se transmet dans cet environnement. Nombreux sont les gens qui considèrent cette terre comme le haut lieu du confucianisme, non seulement parce qu'elle donna naissance à des philosophes confucéens, mais qu'elle engendra aussi de nombreuses histoires. Dans l'histoire, Huizhou, cette région enclavée de montagnes et d'eau, disposa de peu de terre. Et les voies d'eau contribuèrent à la réussite de Huizhou. Descendant du fleuve Qingyi, affluent du Yangtze, après des journées entières de voyage en bateau, des élèves et marchands de Huizhou dans l'Antiquité parvinrent enfin au fleuve Yangtze. À partir d'ici, ils purent se rendre dans de nombreuses villes le long du fleuve. La plupart du temps, les marchands de Huizhou quittèrent leur maison ancestrale durant leur jeunesse pour aller faire des affaires dans de lointaines contrées. Bercés dans la philosophie confucéenne, ils étaient des marchands polis et généreux. Quand ils parvenaient à l'âge de retraite, très souvent, ils rentraient tous au pays natal et consacraient la totalité de leur économie à l'éducation des enfants, au développement culturel ou à la construction d'édifices dédiés à l'adoration des pionniers confucéens. Ces portes, qui portent le nom de portiques commémoratifs, n'ont aucune valeur pratique. Ce ne sont que des monuments commémoratifs dédiés au confucianisme. Dans l'Antiquité, les gens de Huizhou recouraient à ces dispositifs pour vénérer les érudits, les éminentes personnalités ou des gens de leur clan mort pour le respect de la règle rituelle confucéenne. Dans les affaires, les marchands de Huizhou aimaient s'établir en se regroupant dans une certaine localité. Comme ils étaient influencés par les concepts confucéens de consanguinité et de discipline filiale, la disposition des temples familiaux et des résidences fut réalisée pour refléter ces concepts. Et cette disposition influence aujourd'hui encore la pensée et la vie de ces gens qui vivent en clan. Elle est originaire d'un mode de vie pragmatique qui fut étroitement lié jadis avec un culte et des pensées antiques. Shanghai, la plus grande ville dans le bassin du Yangtze. Après être rejoint ici par son dernier affluent, Huangpu, le Yangtze se jette enfin dans la mer à l'est. À la fin du siècle dernier, lors des travaux de restauration de ce bâtiment emblématique de la ville au bord du fleuve Huangpu, on a découvert des peintures murales splendides au plafond. Les motifs représentés sont les plus importantes institutions du HBC dans le monde au début du XXe siècle. À l'époque, Shanghai était déjà devenu un centre financier international en Extrême-Orient.
Shanghai n'existe que depuis une centaine d'années. Mais la rencontre du Yangtze avec la mer apporta une opportunité d'échange entre les cultures orientales et occidentales. Ces immeubles, à l'occidental, portent des traces de la civilisation occidentale qui est présente ici depuis un siècle. Au cours du siècle passé, la jeune Shanghai a toujours été une ville moderne. Elle est pionnière dans la mode et dans l'urbanisme. À Shanghai, on rencontre des gens venus de tous les horizons, parlant de toutes les langues. Il y a le style de vie romantique, à l'européenne, et aussi le style de vie traditionnel simple. Derrière tout cela, la ville s'élargit dans toutes les directions et très vite. Le Yangtze, première veine de Shanghai. L'eau du Yangtze apporte des limons à l'embouchure du fleuve. Ces alluvions formèrent le premier terrain de Shanghai. Il y a plus de 6000 ans, les dépôts de limons en progressant vers l'est formèrent finalement une plaine alluvionnaire dite delta du Yangtze, d'une superficie de 100 000 mètres carrés. Le courant, qui a été impétueux sur des milliers de kilomètres, devenu ici docile et calme, s'infiltre dans les canaux dans le delta, irriguant des terres fertiles et facilitant le trafic fluvial. Ce que le Yangtze apporte aux habitants dans cette région est une vie riche et gracieuse. Cette localité s'appelle Queue du fleuve et Tête de la mer. Située aujourd'hui en plein centre du delta, elle fut au XVe siècle l'embouchure du Yangtze débouchant sur la mer. Zhenjiang étant la première du genre, située encore plus à l'ouest. Les alluvions, apportées par les eaux pendant des centaines d'années, formèrent à l'embouchure du Yangtze l'île de Chongming, la plus grande île alluvionnaire au monde. Une longue histoire d'une simple goutte d'eau au début est entrée dans la vie des riverains du fleuve, génération après génération, parce qu'elle lui assure la continuité raciale, la révélation de la civilisation. La force et la douceur du fleuve forment les tempéraments de la nation. Depuis des milliers d'années, la gratitude et l'adoration sont les modalités d'expression classiques des riverains. Toujours vers l'est. Chaque année, le Yangtze apporte 500 millions de tonnes de limons à la mer. À chaque instant, les alluvions forment de nouveaux îlots et progressent vers la mer profonde. Avec un dénivelé de 5400 mètres, sur les 6380 km de son parcours, le Yangtze sillonne la moitié du territoire du pays. Ce grand fleuve, fleuve de la vie, trouve enfin ici son refuge.